Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. On le retrouve partout, dans les sacs, les bouteilles, les appareils électroménagers, les pneus et pratiquement dans tout ce qui nous entoure. Mais au fond, comment fabrique-t-on le plastique? D'où vient-il exactement? Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'en Chine, où se trouve l'une des plus grandes usines de plastique du monde, capable de produire plus de 10 000 tonnes de ce matériau chaque jour. Prépare-toi, car nous allons découvrir comment le plastique est fabriqué étape par étape, et ce qui fait que le plastique est le matériau le plus présent dans notre quotidien. La majorité du plastique est fabriqué à partir du pétrole, un liquide épais, sombre et visqueux qui s'est formé il y a des millions d'années. Ce pétrole provient des restes fossilisés de plantes et de micro-organismes marins qui se sont accumulés au fond des océans et des lacs. Au fil du temps, ces couches organiques ont été recouvertes de sédiments, puis comprimées et chauffées par la croûte terrestre, jusqu'à se transformer en pétrole brut. Pour aller chercher cette ressource cachée à plusieurs kilomètres sous la surface, les compagnies pétrolières utilisent d'énormes foreuses capables de percer la roche et les couches sédimentaires jusqu'au réservoir où se trouve le pétrole. Ces tours de forage traversent la croûte terrestre et créent un puits par lequel le pétrole remonte à la surface, poussé par la pression interne du gisement ou aidé par des pompes puissantes. Le plus impressionnant, c'est qu'une seule installation de forage peut extraire plus de 10 000 barils de pétrole par jour, soit l'équivalent de la matière première nécessaire pour produire environ 400 tonnes de plastique. Un volume colossal, mais une fois extrait, ce pétrole brut est loin d'être prêt à l'emploi. C'est un mélange très complexe, chargé d'impuretés et de composés lourds. Même s'il a une énorme valeur économique, il doit d'abord être raffiné avant de pouvoir être transformé en carburant, en plastique et en une multitude d'autres produits. Avec le pétrole brut remonté à la surface, il est temps de l'acheminer vers les raffineries, là où commence sa véritable métamorphose. Une fois extrait, le pétrole est transporté jusqu'aux raffineries, via des oléoducs ou d'immenses pétroliers, où il va être séparé, purifié et transformé. Le pétrole brut arrive sous forme d'un liquide sombre chargé d'impuretés, qui n'est pas directement utilisable pour la fabrication de plastique. Il doit être trié en différentes fractions. Pour cela, on l'envoie dans de grandes colonnes de distillation, où il est chauffé à des températures pouvant atteindre 400 degrés Celsius. Sous l'effet de la chaleur, le pétrole se vaporise et les différents composants se séparent en fonction de leur point d'ébullition. Les molécules les plus lourdes restent dans le bas de la colonne, formant des produits comme le fioul lourd ou les résidus asphaltés. Plus on monte dans la colonne, plus les fractions sont légères. Diesel, kérosène, essence, gaz. Parmi toutes ces fractions, celle qui nous intéresse pour la fabrication des plastiques est la naphta, un liquide situé dans la partie supérieure de la colonne. La naphta est un mélange d'hydrocarbures qui va servir de base à la pétrochimie. Elle est ensuite envoyée dans des unités de craquage, où elle est chauffée à très haute température et parfois sous pression, afin de casser ces grosses molécules en molécules plus petites et plus simples, comme l'éthylène et le propylène. Ces deux molécules, et d'autres du même type, sont les briques de base servant à fabriquer les principaux plastiques du quotidien, comme le polyéthylène ou le polypropylène. Nous avons donc maintenant les molécules essentielles, mais le plastique n'existe pas encore sous sa forme solide. La prochaine étape est celle qui va transformer ces petites molécules en longues chaînes, la polymérisation. Maintenant que l'on dispose d'éthylène, de propylène et d'autres hydrocarbures légers issus du craquage, il est temps de les transformer en matière plastique. C'est ici qu'intervient un processus fondamental appelé polymérisation. En termes simples, la polymérisation consiste à faire s'assembler de petites molécules, appelées monomères, pour former de très longues chaînes, les polymères. Dans de gigantesques réacteurs industriels, on injecte les monomères, comme l'éthylène, avec des catalyseurs spéciaux, tout en contrôlant précisément la température et la pression. Sous ces conditions, les monomères se lient les uns aux autres, créant de longues chaînes de polyéthylène. En changeant la pression, la température, le type de catalyseur ou la durée de réaction, on peut obtenir des plastiques aux propriétés très différentes. Par exemple, le polyéthylène haute densité, PED, est plus rigide et résistant, utilisé pour les bidons, les tuyaux ou les bouchons. Le polyéthylène basse densité, PEBD, lui, est plus souple et flexible, parfait pour les films plastiques, les sacs ou les emballages alimentaires. À la fin de ce processus, le plastique ne se présente pas encore en objet fini, mais en une masse visqueuse qui sera transformée en granulés, aussi appelés pellets, de petits cylindres ou billes de quelques millimètres. Ce sont ces granulés qui vont être fondus et moulés pour fabriquer les produits que nous utilisons au quotidien. Et c'est précisément ce que l'on va voir maintenant. Une fois le polymère obtenu, il doit être mis en forme pour devenir un matériau facilement transportable et transformable. Les granulés de plastique sont introduits dans des extrudeuses, de grandes machines équipées d'une vis sans fin. À l'intérieur,
le plastique est chauffé jusqu'à devenir une pâte homogène et visqueuse. Cette pâte est ensuite poussée à travers une filière, une ouverture dont la forme détermine le produit semi-fini. Tube, plaque, film, filament. C'est ce qu'on appelle l'extrusion. Par ce procédé, une seule machine peut produire plus de 10 tonnes de profilés, de films ou de gaines plastiques par jour. Les lignes tournent en continu, parfois 24 heures sur 24. Une fois extrudé, le plastique chaud est immédiatement refroidi, généralement par de l'air ou par immersion dans des bains d'eau froide, afin qu'il conserve exactement la forme qui lui a été donnée. On obtient alors des bobines de film, des barres, des gaines, ou encore des granulés reformés pour expédition. Pour fabriquer des objets précis comme des bouchons, des boîtiers d'appareils, des jouets ou des pièces automobiles, on utilise ensuite le moulage, principalement le moulage par injection. Le principe est similaire. Les granulés sont fondus, puis injectés à très haute pression dans un moule en acier ou en aluminium, usiné avec une précision extrême. En quelques secondes, le plastique refroidit, durcit et prend la forme exacte du moule. Ce procédé, extrêmement rapide, permet de produire des milliers de pièces par heure, toutes parfaitement identiques. Une fois démoulées, les pièces brutes passent à l'étape suivante, celle du refroidissement final et de la découpe. Lorsque le plastique sort du moule ou de l'extrudeuse, il est encore chaud et parfois légèrement déformable. Le refroidissement contrôlé est donc essentiel pour garantir une bonne stabilité dimensionnelle. Selon le type de produit, ce refroidissement peut se faire par immersion dans des bassins d'eau maintenus autour de 10 degrés Celsius, par pulvérisation d'eau froide, ou simplement par circulation d'air dans des tunnels de refroidissement. Le temps de refroidissement varie de quelques secondes à plusieurs minutes en fonction de l'épaisseur de la pièce et de la nature du plastique. Une fois bien solidifiées, les pièces passent à la découpe. Même si elles ont déjà une forme générale, il faut souvent les ajuster. Des machines de découpe automatique, équipées de lames, de scie ou de laser, se chargent de couper, ébavurer, enlever les excès de matière et séparer les pièces les unes des autres. Ces systèmes peuvent traiter des milliers de pièces par heure, tout en garantissant des dimensions extrêmement précises. Cette phase est cruciale pour s'assurer que chaque produit respecte les tolérances prévues, surtout lorsqu'il devra s'assembler avec d'autres éléments, comme dans le cas de boîtiers, de bouchons ou de pièces mécaniques. Une fois cette étape terminée, les objets en plastique ont leur forme définitive. Il est temps maintenant de leur donner leur identité visuelle. Couleur, logo, texte, étiquette. À ce stade, de nombreux produits plastiques sont encore bruts, souvent blancs, translucides ou d'une couleur uniforme. Pour devenir reconnaissables et informatifs, ils doivent être imprimés, décorés et parfois étiquetés. On utilise pour cela des machines d'impression spécialisées, capables de déposer de l'encre sur des surfaces souvent irrégulières ou cylindriques. Pour les bouteilles, par exemple, la sérigraphie est très répandue. Un pochoir laisse passer l'encre uniquement aux endroits voulus, créant le logo, les textes et les visuels. Pour d'autres produits, on utilise la tampographie, l'impression numérique ou le marquage à chaud, qui appliquent des films métallisés ou colorés par pression et chaleur. En parallèle, les normes imposent d'indiquer certaines informations obligatoires. Nom de la marque, consigne d'utilisation, sécurité, composition, volume, date de fabrication ou de péremption, symbole de recyclage, etc. Les lignes d'impression doivent donc être à la fois rapides et extrêmement précises. Les machines modernes sont capables d'imprimer des milliers de pièces par heure, avec un alignement parfait et une excellente adhérence des encres sur le plastique. À la fin de cette étape, les produits ont leur identité finale. Ils ne sont plus de simples pièces en plastique, mais des objets prêts à être vendus et utilisés. Reste une dernière phase essentielle, l'emballage et la distribution, pour que ces produits parcourent le monde entier. Une fois les produits en plastique totalement terminés, décorés et contrôlés, ils sont dirigés vers les lignes d'emballage. Des machines automatiques les regroupent par lot. Cela peut être en sachet, en boîte, en film thermorétractable ou en carton. Les systèmes de conditionnement travaillent à une vitesse impressionnante, pouvant gérer des dizaines de milliers de pièces par jour. Les produits sont ensuite placés sur des palettes, entourés de films protecteurs et étiquetés avec des codes-barres ou des puces RFID afin de permettre un suivi précis de chaque lot. Ces palettes sont chargées dans des camions, des trains ou des conteneurs maritimes, selon leur destination. Certains plastiques bruts, comme les granulés, sont envoyés vers d'autres usines pour être transformés en emballage alimentaire, composants électroniques ou pièces automobiles. D'autres, déjà sous forme de produits finis, se dirigent vers les centres logistiques, les entrepôts de grande surface ou les usines de conditionnement alimentaire. On retrouve ces produits plastiques absolument partout. Bouteilles d'eau, emballages de snacks, boîtiers de téléphone, jouets, pièces de voiture, appareils ménagers. Le plastique est devenu omniprésent dans notre quotidien. Mais derrière cette commodité se cache un immense défi.
Chaque année, plus de 52 millions de tonnes de plastique finissent dans l'environnement, perturbant les écosystèmes, menaçant la faune marine et pouvant même entrer dans la chaîne alimentaire sous forme de microplastiques. Le même matériau qui simplifie nos vies est aussi l'un des principaux problèmes de pollution de la planète. Depuis son origine dans les profondeurs de la Terre jusqu'aux rayons des magasins, le plastique est un matériau qui repose sur une technologie avancée, des procédés chimiques complexes et une organisation logistique mondiale. Maintenant que vous connaissez tout le processus de fabrication du plastique, pensez-vous que ce matériau reste indispensable à notre quotidien? Et selon vous, qui porte la plus grande responsabilité dans la pollution plastique? Les industries, les gouvernements ou nous les consommateurs? Partagez votre avis en commentaire, le débat est ouvert. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Chaque jour, plus de 100 000 tonnes de verre sont produites dans le monde entier. Rien qu'en France, la production annuelle atteint plusieurs centaines de milliers de tonnes, et au Brésil, elle est estimée à environ 1,5 million de tonnes. Pour répondre à cette immense demande, il faut transformer quotidiennement des milliers de tonnes de sable. Cette ressource, apparemment banale, se révèle en réalité être la base d'un matériau indispensable à notre vie quotidienne. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cette fine poussière devient l'un des matériaux solides les plus utilisés au monde? Dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment le verre est fabriqué à partir de la fusion du sable de silice. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ce fascinant procédé, fruit de milliers d'années de savoir-faire et d'innovation. Le monde moderne ne pourrait tout simplement pas exister sans le verre. Cette invention extraordinaire de l'ingénierie est présente absolument partout autour de nous. On la retrouve dans les immeubles, dans les voitures, dans les smartphones, dans les lunettes, dans les écrans plats, et même dans les panneaux solaires qui alimentent une partie de notre énergie renouvelable. À première vue, le verre peut sembler fragile, mais il est en réalité capable d'une résistance étonnante. Lorsqu'il est trempé ou renforcé, il peut supporter des températures extrêmes, des pressions élevées et même des impacts violents. Grâce à sa robustesse et à sa polyvalence, le verre est devenu un matériau incontournable de la construction, de l'industrie et de la science. On pense que sa découverte remonte à l'Antiquité, lorsque des peuples anciens chauffèrent accidentellement du sable riche en silice avec des cendres de bois contenant du carbonate de sodium. En refroidissant, cette combinaison donna naissance à une matière vitreuse, l'ancêtre du verre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Des légendes racontent même que des marchands phéniciens auraient allumé un feu sur une plage et découvert, le lendemain, cette matière translucide qui brillait sous le soleil. Les plus anciens objets en verre datent de l'Égypte ancienne et de la Mésopotamie, environ 3000 ans avant notre ère. Il s'agissait de petites pièces comme des perles, des amulettes ou des récipients, souvent opaques et colorés grâce à l'ajout de minéraux. En Égypte, le verre fut utilisé pour imiter les pierres précieuses et orner bijoux et objets religieux. Quelques siècles plus tard, vers 50 avant Jésus-Christ, les Romains inventèrent la technique du soufflage, qui révolutionna la production. Grâce à un simple tube creux, ils purent créer rapidement des amphores, des bouteilles, des coupes et des vitres. Cette découverte démocratisa l'usage du verre, qui cessa d'être un luxe réservé aux élites pour se répandre dans tout l'Empire. Au Moyen Âge, le verre connut un autre essor avec l'apparition des vitraux dans les cathédrales. Ces immenses compositions colorées, réalisées à partir d'oxyde métallique, permettaient de représenter des scènes bibliques tout en laissant entrer la lumière. Plus tard, à Venise, les maîtres verriers de l'île de Murano perfectionnèrent des techniques uniques comme le cristal de roche artificielle et les filigranes, donnant naissance à des pièces d'une finesse inégalée. Avec la révolution industrielle, de nouveaux fours et des machines modernes permirent la production à grande échelle. On vit apparaître les vitres planes destinées aux fenêtres et aux miroirs. Toutefois, le procédé demeurait coûteux et compliqué. Les plaques de verre étaient coulées sur des surfaces métalliques, puis longuement polies et poncées pour obtenir une surface lisse. Cela rendait la fabrication lente, peu efficace et très onéreuse. Un tournant décisif eut lieu en 1952, lorsque l'ingénieur britannique Sir Alastair Pilkington inventa la méthode dite du « flot de glace » ou verre flotté. Cette innovation consistait à faire flotter le verre fondu sur un bain d'étain liquide, garantissant une surface parfaitement plane et régulière. Grâce à ce procédé, il devint enfin possible de produire des vitres transparentes, lisses et uniformes, en continu, en grande quantité et à moindre coût.
Aujourd'hui encore, plus de 90% du verre plat est fabriqué selon cette méthode. Les matières premières de base utilisées pour fabriquer le verre sont le sable de silice, le carbonate de sodium et le calcaire. On y ajoute souvent des morceaux de verre recyclés, appelés calcins, qui accélèrent la fusion et réduisent la consommation d'énergie, tout en limitant l'impact environnemental. Ce mélange de matières premières est appelé la batelée. Le sable de silice, représentant environ 60% de la composition, est extrait de gisements riches en quartz, comme les dunes, les lits de rivière ou les roches sédimentaires. Une fois collecté, il est lavé, tamisé et débarrassé de ses impuretés pour obtenir un matériau pur et homogène. Les grandes usines de verre peuvent recevoir jusqu'à 5000 tonnes de sable de silice par semaine. Les matières premières sont stockées dans d'immenses silos, puis soigneusement dosées et mélangées avant d'entrer dans le four. Chacun des composants joue un rôle spécifique. Le carbonate de sodium permet d'abaisser la température de fusion, tandis que le calcaire améliore la résistance du verre. Les éclats de verre recyclés, plus rapides à fondre, optimisent le rendement du four. D'autres additifs, comme les oxydes de fer, de cuivre ou de cobalt, apportent des teintes particulières, vert, bleu, brun ou même noir. Une fois préparée, la batelée est introduite dans le four de fusion. Ce four monumental, construit en briques réfractaires, fonctionne en continu 24 heures sur 24, parfois pendant 10 à 15 ans sans être éteint. La température y atteint entre 1500 et 1600 degrés Celsius, généralement grâce au gaz naturel. Les matières premières se liquéfient, libèrent des gaz et forment une masse homogène. La viscosité du verre en fusion est contrôlée en permanence pour garantir une qualité optimale. Le verre en fusion passe ensuite dans une zone plus chaude pour éliminer bulles et impuretés, assurant une composition et une homogénéité parfaite. À environ 1100 degrés Celsius, il s'écoule doucement sur un bain d'étain fondu, dans une atmosphère protégée composée d'azote et d'hydrogène pour éviter l'oxydation. La différence de densité fait flotter le verre sur l'étain, comme de l'huile sur l'eau. Grâce à la gravité et à la tension superficielle, la masse s'étale en une nappe continue, parfaitement plane et d'épaisseur uniforme. L'épaisseur finale dépend de la vitesse d'avancement du verre et du réglage de rouleau situé sur les bords. En sortant du bain, le verre est solide mais encore très chaud. Il entre alors dans un long four de recuit, appelé LER, où il est refroidi progressivement. Ce processus de refroidissement contrôlé empêche le verre de se fissurer ou de se briser trop facilement. Une fois stabilisé à température ambiante, il est transporté sur des convoyeurs pour être découpé par des machines automatiques. Ces dernières, équipées de pointes de diamants industriels, marquent la surface et permettent une cassure nette le long de la ligne de coupe. Les plaques peuvent être découpées en dimensions standardisées ou sur mesure. Tout le processus est supervisé depuis une salle de contrôle qui surveille en temps réel la température des fours, la qualité du verre, la vitesse de la ligne de production et la précision du découpage. Les plaques présentant des défauts sont immédiatement retirées, broyées et réintroduites dans la chaîne sous forme de verre recyclé. Les plaques validées sont empilées verticalement sur de solides chevalets métalliques, séparés par des protections pour éviter les rayures et les chocs, puis emballées et expédiées vers le marché. Dans le cas de la production artisanale, les étapes sont réalisées de manière beaucoup plus manuelle. Chaque four contient du verre fondu de différentes couleurs pour fabriquer des plaques variées. Les artisans utilisent des conches spéciales pour extraire le verre liquide, qu'ils doivent travailler rapidement afin qu'il ne se solidifie pas trop tôt. Plusieurs couleurs peuvent être mélangées pour créer des effets particuliers. Avant d'étirer la masse, le verrier la mélange avec un outil ressemblant à une grande fourche, puis la fait passer entre des rouleaux qui la pressent et l'aplatissent. L'écart entre les rouleaux détermine l'épaisseur finale. La feuille obtenue est ensuite recuite et refroidie progressivement pour éviter toute fragilité, puis découpée manuellement à l'aide d'outils munis de pointes en diamant ou en carbure de tungstène. Mais le verre ne se limite pas aux vitres ou aux bouteilles. Dans le domaine scientifique, il est utilisé pour fabriquer des fibres optiques qui transportent la lumière et permettent l'Internet à haut débit. Dans l'astronomie, il compose les miroirs géants des télescopes. En médecine, il est présent dans les seringues, les ampoules pharmaceutiques et même certains implants bioactifs. Le verre est aussi utilisé pour la sécurité, comme le verre pare-balles, ou dans les innovations récentes, comme les écrans pliables. C'est ainsi que plus de 100 000 tonnes de verre sont produites chaque jour à travers le monde. Cette matière, née de la rencontre entre sable, feu et ingéniosité humaine, accompagne l'évolution de nos sociétés depuis plus de 5000 ans. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.
Laissez également un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de ce contenu.